Bruno Combi, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on vous a déjà invité, mais pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc Bruno Combi, j'ai 61 ans, j'habite à Houille, en proche banlieue parisienne. Je m'intéresse beaucoup au sujet de l'énergie depuis de nombreuses années, puisque mon père était déjà géologue, chercheur de pétrole. Et donc j'ai grandi un petit peu dans ce monde fabuleux de l'énergie, qui est le moteur en quelque sorte, qui fait avancer et progresser notre société. Et j'ai créé en 1996 l'Association des écologistes pour le nucléaire, qui rassemble aujourd'hui plus de 16 000 membres et signataires dans 65 pays. Vous avez une expertise concernant le nucléaire qui est due à... Alors mon expertise dans le domaine du nucléaire vient d'abord donc de recherche personnelle depuis l'adolescence. C'est un sujet qui m'intéresse. Ensuite, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai fait Maths Sup, Maths P, École Polytechnique et École d'application à l'ENSTA, École nationale supérieure des techniques avancées, qui à l'époque était à Paris, avec spécialité génie nucléaire. Ensuite, j'ai travaillé brièvement à l'EDF en début de carrière. Et donc, bien sûr, ce sujet de l'énergie, de l'électricité en général et du nucléaire en particulier m'intéresse particulièrement parce que c'est l'articulation qui conditionne l'avenir de notre civilisation. Donc c'est un sujet qui est absolument passionnant, dont je suis attentivement l'évolution depuis une quarantaine d'années maintenant. Et c'est un sujet qui est central dans l'actualité aujourd'hui en France, puisque, bon, en tant que profane, quand on regarde les actualités, on entend que peut-être y aura-t-il des coupures de courant cet hiver, sachant que l'hiver sera assez rigoureux, semble-t-il. On a vu que différents organismes prédisaient des coupures. Qu'en est-il? Alors, quand je travaillais à l'EDF, donc au XXe siècle, maintenant on est au XXIe, j'ai été embauché pour faire fonctionner en quelque sorte le réseau électrique. À l'époque, on avait une gestion qui était une gestion prudente, de bon père de famille. Et la règle, c'était qu'il fallait toujours produire à chaque instant l'électricité dont la population a besoin, puisqu'on ne sait pas stocker des grosses quantités d'électricité. On peut stocker des petites quantités, avec des piles, des batteries, ou des quantités un peu plus grandes avec des barrages, mais au-delà d'une certaine quantité, on ne peut pas stocker. Donc on est obligé de produire au fur et à mesure du besoin. Donc une bonne gestion prudente veut qu'on ait toujours une marge de sécurité. C'est comme quand on roule en voiture, on accélère, mais on ne se met pas à la vitesse limite où on est au bord de devoir rater le virage. Sinon, un virage sur deux, on va partir dans le décor. Donc la gestion d'un réseau électrique, c'est un peu pareil. Il faut à chaque instant avoir une réserve suffisante pour pouvoir faire face. Même si y a une ligne qui est un peu surchargée par là, où il y a des consommateurs qui consomment un petit peu plus que finalement ce qu'on avait prévu, parce qu'à quelques pourcents près, ça peut toujours varier un petit peu. Il peut aussi y avoir des questions de sécurité qui font qu'on est obligé de interrompre une ligne haute tension ou moyenne tension ou un outil de production comme le nucléaire, ou pour des questions de sécurité, on peut être amené à diminuer la puissance ou arrêter complètement le réacteur. Donc il faut toujours une marge de sécurité quand on veut conduire prudemment le réseau. Donc ça, c'était la règle de base au XXe siècle. Et puis, à partir de, en gros, 1997, quand Lionel Jospin est arrivé suite à la dissolution comme Premier ministre, avec dans ses bagages Dominique Voynet et un accord avec les Verts, eh bien, il y a toute cette idéologie décroissantiste, verte, qui est arrivée en force, avec un ministère d'État, et qui a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, à la fin des années 90, la consommation d'électricité en France était de 440 TWh chaque année. Juste avant le Covid, puisque les années depuis le Covid sont un peu différentes par rapport à d'habitude, juste avant le Covid, on consommait en gros 480 TWh par an. C'est-à-dire qu'en 20 ans, la consommation d'électricité a augmenté d'environ 10%. Mais dans ces années-là, on n'a pas construit de nouvelles centrales nucléaires. Donc c'est d'une extrême imprudence. Vous comprenez qu'à la fin du XXe siècle, on avait un parc de production qui nous permettait de satisfaire tous les besoins et d'avoir une petite marge de sécurité, parce qu'il y a toujours un jour où il fait plus froid qu'un autre et où un des outils de production
peut être en panne. On avait environ 10% de marge de sécurité et c'était considéré comme un chiffre raisonnable pour pouvoir faire face à toutes les situations. Depuis, l'idéologie, c'est qu'il faut non plus construire mais fermer des centrales nucléaires. On a beaucoup critiqué le nucléaire partout dans les médias. En même temps, on a critiqué aussi le charbon et tout ce qui émet du carbone. Donc on a fermé nos anciennes centrales au charbon. Bon, finalement, on en a réouvert une, Saint-Avold, en urgence pour pouvoir passer l'hiver. Mais on les a presque toutes fermées. On en avait 10 ou 15. Elles ne sont plus là aujourd'hui pour assurer la production. Les Allemands, qui ont été un peu plus prudents quand même, ont fermé une grande partie des leurs, mais les ont mises sous cocon de manière à pouvoir s'en servir quand même en cas de besoin d'extrême urgence. Donc c'est ce qu'ils vont faire cet hiver. Ils ont réouvert toutes leurs anciennes centrales au charbon qui étaient en stand-by. Nous, les autres, on les a vraiment fermés, arrêtés, on ne les a pas gardés en réserve. C'est dommage, ça ne coûte pas cher de garder un outil qui fonctionne, en état de fonctionner. Il suffit de huiler un peu les joints de temps en temps, garder du personnel susceptible d'intervenir. Donc l'Allemagne a été prudente, la France n'a pas été prudente dans sa gestion, dans sa planification. Ensuite, on n'a pas été prudent dans la destruction des outils de production qu'on avait. Pourquoi? Parce que cette idéologie décroissantiste a pris le dessus et on nous a expliqué que c'était pas bien d'avoir des marges de sécurité. On disait on a une capacité de surproduction et c'était prononcé comme si c'était un péché capital. C'est pas bien, les ingénieurs se sont trompés, ils ont prévu 10% de trop. Ben si, il les fallait les 10%, c'est la capacité de réserve, c'est notre survie en fait, c'est notre bouée de sauvetage. Il faut une bouée de sauvetage quand on a un bateau et il faut une capacité de surproduction quand on a un réseau électrique. Les ingénieurs le savaient, mais les hommes politiques qui étaient au pouvoir ont choisi de suivre une autre idéologie, qui est que c'est pas bien d'en avoir trop et qu'il vaut mieux réduire. Donc on va voir ce qui se passe quand on réduit cet hiver. Ça va commencer à devenir intéressant. Et je pense qu'on touche un peu les limites. Donc les 10% de marge de sécurité qu'on avait ont disparu. Et là où avant on passait l'hiver tranquillement, avec toujours une petite marge de sécurité, et donc il n'y avait pas de coupure d'électricité, même au plus fort de l'hiver. Maintenant, plus de marge de sécurité, donc on va se trouver coincé. Alors on ne sait pas combien de fois, dans quelle mesure, quelle sera l'amplitude des fameux délestages. Ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment ça se passe. Voilà, concrètement. En fait, concrètement. Donc, comme il faut produire l'électricité au fur et à mesure, on a quelques moyens de stockage, c'est les lacs de barrage. Donc on fait turbiner quand il y a besoin. Mais il y a une capacité maximum de turbinage. Donc s'il fait très froid, on va ouvrir toutes les vannes à fond. Donc les barrages vont turbiner, produire de l'électricité. On va importer tout ce qu'on pourra des pays voisins qui voudront bien nous donner, parce que généralement quand il fait froid en France, il fait froid aussi dans les pays aux alentours. Un anticyclone sur l'Europe, ça couvre généralement plusieurs pays européens. Donc il peut très bien faire très froid en même temps en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, parce que l'anticyclone couvre toute la zone, et même dans le nord de l'Europe. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'aujourd'hui, là, on est juste à peine au début de l'hiver, début décembre, et la consommation, j'ai regardé avant de venir, était de l'ordre de 70 gigawatts. L'hiver le plus froid qu'on ait connu historiquement, c'était en février 2012, où on a eu 102 gigawatts, la pointe de consommation. Donc 102 gigawatts, c'est en quelque sorte une référence, ça peut arriver puisque c'est arrivé en février 2012. Depuis, il y a eu les voitures électriques, les objets connectés, il y a plus d'ordinateurs dans les maisons, etc. Donc la consommation, en tout cas, n'a pas ou pas beaucoup diminué. Donc il peut arriver qu'on ait un hiver, on a besoin de 102. Mais depuis cette époque, on a fermé des capacités de production. Alors, en 97, avec Voinay, on a fermé Superphénix, environ 1000 MW. Fessenheim, en 2020, on a fermé 2 réacteurs de 900 MW. Le charbon, c'est pas bien, donc on a fermé une dizaine de gigawatts de centrales au charbon, qu'on a remplacé uniquement par des centrales à gaz, le gaz venant de chez Vladimir Poutine.
Grosse imprudence géostratégique. On le sait depuis longtemps qu'un gazoduc, ça peut être coupé. C'est pas nouveau. C'est pour ça qu'on a heureusement fait des stockages souterrains de gaz au cas où il y a une coupure pour pouvoir au moins passer quelques mois. On a entre 2 et 3 mois de réserve de gaz en début de saison, parce qu'ensuite on va vider progressivement ces réserves à mesure que l'hiver avance. Et donc en fin de saison, on en a beaucoup moins. Mais heureusement, on a quand même une certaine capacité de stockage avec l'eau dans les barrages, avec le gaz dans les réservoirs souterrains. La question, c'est que comme les outils de production, on en a de moins en moins, on est de plus en plus juste et de plus en plus obligé de tirer sur les réserves juste pour satisfaire le besoin quotidien en énergie. Donc les réserves ont tendance à se vider plus vite que d'habitude. Et du fait de la coupure du gazoduc Nord Stream, qui est un événement géostratégique majeur, plus de 40% du gaz que l'Europe importait se trouve manquant. Donc on n'est pas les seuls à avoir des difficultés, tous nos voisins autour. Or, qu'est-ce que j'entendais, moi, quand j'allais donner des conférences devant différents publics, mais aussi des publics scientifiques, professionnels, gouvernementaux, parfois. Donc depuis 25 ans, j'entendais partout le même discours. Oui, on va réduire, oui, on va décroître, parce qu'on va être solidaire. Donc le mot solidarité est présenté comme une solution à tous les problèmes. On va faire des interconnexions avec les pays voisins qui nous permettront, si on manque d'électricité, d'importer cette électricité de chez nos voisins. Parce que comme on est gentil et solidaire avec les autres et qu'eux sont gentils et solidaires avec nous, eh ben on passera l'hiver comme ça. Donc il n'y a plus besoin de construire des raies. Sauf que je donnais mes conférences en France, j'entendais ça. Ensuite, j'allais en Allemagne, j'entendais la même chose. Les Allemands sortaient du nucléaire, mais ils comptaient bien sur les centrales nucléaires françaises quand même pour leur donner de l'électricité en hiver. En Belgique, pareil, ils disaient, il n'y a pas de problème, on a un voisin qui nous donne tout ce qu'on veut quand on en a besoin, puis ils ont une réserve, ils ont une capacité, une marge de sécurité. Donc la marge de sécurité en France n'était pas seulement pour la France, elle était pour toute l'Europe en réalité. On était la bouée de sauvetage de l'Europe en cas de crise énergétique. Ensuite, j'allais faire mes conférences en Pologne, et j'entendais de nouveau la même chose. On va fermer nos centrales au charbon, comme ça on réduira nos émissions de CO2, et on fera du nucléaire, mais plus tard, pas tout de suite. C'était il y a 20 ans, ça. Hein. Et donc, il n'y a pas besoin. Et tout le monde compte sur son voisin pour le secourir le jour où il y aura besoin. Sauf que le jour où il y a besoin, c'est le jour où il fait très froid. L'anticyclone, il peut être chez tout le monde en même temps, donc très froid chez tout le monde. Et quand il y a un anticyclone, généralement, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc ce n'est pas le nucléaire qui va nous aider. Et tout ça survient, la pic de production, la pic de consommation, survient au cœur de l'hiver, donc à un moment donné où il n'y a généralement pas beaucoup de soleil non plus, ou très bas sur l'horizon, donc on ne peut pas non plus compter sur le solaire. Donc si on résume, on a deux types de moyens de production d'électricité, ceux qu'on appelle pilotables, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et ça fonctionne à la puissance désirée, jusqu'à la puissance max pour lequel l'outil de production est prévu. Et puis il y a les moyens intermittents ou aléatoires, donc c'est le solaire, les éoliennes en particulier. Donc le solaire, quand le soleil veut bien briller, et les éoliennes, quand il y a du vent. S'il n'y a pas assez de vent, ça ne produit pas. Quand il y a du vent, ça produit en fonction du cube de la vitesse du vent. Donc si vous avez 5 fois plus de vent, c'est 125 fois plus de production. Donc on voit que ça varie énormément en fonction de la vitesse du vent. Et quand il y a trop de vent, on met l'éolienne en drapeau pour la protéger, pour pas que ça arrache tout. On est obligé de l'arrêter. Sinon ça tourne trop vite, il y a trop d'efforts sur les pales et ça casse. Donc, en fait, la production éolienne, elle est extrêmement intermittente. En moyenne, les éoliennes, comme le solaire, ça produit 10 à 20% du temps. Donc, en fait, il y a 80% du temps où ça ne produit pas comme c'est prévu, voire ça produit zéro, notamment la nuit, par exemple. En ce moment, on est proche du solstice d'hiver, le moment où les jours sont les plus courts de l'année. On approche de la zone aussi la plus froide de l'année. Et la pointe de consommation électrique, il y en a une le matin, où le soleil n'est pas très haut sur l'horizon, entre 8h et midi.
Et la deuxième, elle est le soir, entre 18h et 20h, quand on revient du travail et que chacun remet en route son chauffage chez lui, sa cuisinière, etc., son ordinateur, tout ça en même temps. Et donc, entre 18h et 20h, ben, il fait nuit à 18h. Donc, on ne peut pas compter sur le solaire. En moyenne, 10 à 20% du temps, c'est quand même, c'est pas une raquette avec un petit trou. C'est un gros trou, un trou de 80%. Donc ça, c'est les moyens intermittents. On ne peut pas compter dessus. Donc ce qui dimensionne un parc de production électrique, il faut bien comprendre ça, c'est le jour du besoin de pointe, où il y a les emmerdements maximum. Et on sait que dans la vie, c'est la loi de l'emmerdement maximum, ou c'est l'entropie, le principe du désordre maximum. C'est-à-dire que, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. C'est-à-dire que c'est le même jour où il va arriver tous les problèmes. Donc ce jour-là, du point de vue du réseau électrique, c'est le jour le plus froid en hiver, avec un anticyclone, où il n'y a pas de soleil et pas de vent. Et c'est ce jour-là qui doit dimensionner le parc de production. Donc quand on fabrique son parc de production, qu'on décide d'implanter des usines de production d'électricité, eh bien on doit compter le solaire et les éoliennes pour 0. Parce qu'on ne sait pas si on les aura. Il y a même 80% de chances qu'on ne les ait pas, ou qu'on ait epsilon, pas grand-chose. Donc, ce n'est pas structurant. On considère qu'on n'en a pas. Mais les politiques qui faisaient de l'idéologie nous ont dit « Non, mais comme on fait plein d'éoliennes, le solaire, le nucléaire, on va repousser. Il n'y a pas besoin tout de suite, on verra plus tard, on verra après la prochaine élection. C'est pas trendy, c'est pas sexy, c'est pas urgent. Et puis, de toute façon, il vaut mieux décroître. Et donc, si on consomme moins, ben, on fera de la place pour les renouvelables. Donc, le résultat, c'est qu'on se retrouve le bec dans l'eau. Si on applique cette stratégie-là, obligatoirement, on va réduire la marge de sécurité jusqu'à ce qu'on soit le bec dans l'eau. Et il se trouve que ça va être cet hiver, probablement. Si ce n'est pas celui-là, ça sera le prochain, de toute façon. Concrètement, si on met en rapport la consommation avec la production max de la France, on est à combien? Alors, aujourd'hui, on consomme en ce moment, là, pendant qu'on se parle, environ 70 gigawatts. D'accord. On n'y arrive pas avec les moyens de production français. C'est-à-dire qu'on est au maximum de la capacité d'importation. Il fait froid. Aujourd'hui, on a une température moyenne d'environ 3-4 degrés. Aujourd'hui, j'ai regardé la météo avant de venir. Donc il fait froid, mais pas très froid. On n'est pas encore au cœur de l'hiver. Chez nos voisins, c'est pareil. Il fait un peu froid, mais pas très froid non plus. Donc ils ont encore des capacités excédentaires, notamment les Allemands avec du charbon. Donc vous remarquerez qu'en France, on arrête Fessenheim et nos réacteurs nucléaires pour finalement importer de l'électricité faite avec du charbon venant d'Allemagne. Donc c'est mauvais pour la balance commerciale française. C'est sans doute bon pour la balance commerciale allemande. Mais bon, est-ce que c'est la bonne décision qu'ont pris les dirigeants français? Ils roulent en principe pour la France, pas pour l'Allemagne. Voilà. Et tout ça, ça marche parce qu'on est encore un peu en demi-saison. Mais quand l'hiver va avancer, les Allemands, ils vont avoir besoin de leur centrale à charbon pour eux, parce qu'ils ont arrêté leur centrale nucléaire. Donc ils ne pourront plus exporter. Aujourd'hui, on est à 70 gigawatts et on est déjà au max de la capacité d'importation. C'est-à-dire, ce matin, 13 gigawatts importés. On ne peut pas importer plus, parce que le diamètre des fils électriques qui passent la frontière, des lignes haute tension qui franchissent la frontière avec nos voisins allemands, anglais, espagnols, suisses, italiens, les fils électriques font un certain diamètre. On ne peut pas les remplacer comme ça en quelques jours, ni même en quelques mois. C'est assez long. Et donc, on a une capacité d'importation qui est de l'ordre d'environ 13 gigawatts. Donc, on est déjà au maximum de cette capacité d'importation, alors même que l'hiver est à peine commencé. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça va donner en plein hiver? Eh bien, c'est facile à prévoir. Si l'hiver est doux, la consommation peut monter, comme les hivers derniers, jusqu'à 80, 90 gigawatts maximum. Si c'est un hiver dur, comme en février 2012, 102 gigawatts. Donc, à 70 gigawatts, ça passe aujourd'hui, avec l'importation de nos voisins et les barrages. Et nos centrales thermiques qu'on a encore, notamment les centrales à gaz, avec les réserves de gaz, les stocks de gaz qu'on a réussi à faire, à prix d'or, hein, malgré les difficultés, nous donnent une capacité de réserve aujourd'hui qui est toujours d'environ 20 gigawatts. Donc jusqu'à 90, on peut fournir en pointe.
Mais les stocks de gaz se vident. Donc jusqu'à maintenant, on avait rempli les stocks de gaz jusqu'à peu près 100% en France, plus de 90% en Europe. Mais maintenant, il fait froid, donc on commence à vider les stocks de gaz. On les remplit au fur et à mesure aussi vite qu'on peut. Mais comme c'est principalement du gaz naturel liquéfié, qui coûte beaucoup plus cher, et dont la capacité est limitée par la flotte de bateaux qui peut nous les amener, les producteurs exportateurs qui peuvent nous les envoyer, et les capacités de déchargement des ports pour récupérer ce gaz. Donc on a un tuyau d'un diamètre limité, si vous voulez, pour nous l'amener. Donc comme en hiver, on le brûle vite, et la vitesse à laquelle ça revient, c'est un peu moins rapide. Donc notre stock, il se vide doucement. Donc notre marge de manœuvre, de nouveau, se fait manger. Et comme on a beaucoup moins de capacité nucléaire que d'habitude, eh ben, on va vider plus vite que d'habitude nos stocks de gaz. Alors parlons des capacités nucléaires, parce que ça c'est une variable dont vous n'avez pas encore parlé. Oui. C'est ces dizaines, il me semble, 15, 20 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, il me semble. Alors, le parc nucléaire, habituellement, avant qu'on arrête Fessenheim, faisait 63 gigawatts. Fessenheim, c'est 1800 mégawatts, bon, environ 2 gigawatts. Donc, depuis l'arrêt de Fessenheim, on a baissé à 61. L'EPR de Flamanville, qui devrait nous ramener à 63, parce qu'il fait 1,650 gigawatts, donc 1650 mégawatts. Donc, ça nous ramènerait à peu près à 63, quand on aura Flamanville 3. Mais il n'est pas encore en production. Donc, en attendant, on est à 61. Il y a eu des retards successifs à différents niveaux. De nouveau, manque de planification. Des retards dus à quoi? À beaucoup de choses. On va les passer, il y en a plusieurs, donc on va les passer un par un, si vous voulez. Il y a d'abord eu un retard lié au grand carénage et aux mesures post-Fukushima. Donc, parce qu'en France, on considère que la sûreté nucléaire, c'est quelque chose de très important, après l'accident de Fukushima, on a décidé de renforcer la sécurité dans nos réacteurs, de rajouter des pompes, de recouler du béton par ici, de remettre des tuyaux par là, de changer un certain nombre d'équipements pour qu'ils soient flambant neufs. Donc on fait une grande révision. Ça s'appelle le grand carénage, comme pour les bateaux. Et donc ce grand carénage a perturbé le fonctionnement normal de la maintenance nucléaire. En temps normal, le nucléaire, comme on le disait, c'est une industrie pilotable. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner les réacteurs quand on en a besoin. Et de temps en temps, il faut arrêter le réacteur pour faire une révision. Donc c'est un peu comme on fait chacun avec sa voiture. Il faut de temps en temps faire une révision. Donc pendant peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle va être au garagiste, elle ne peut pas circuler parce qu'on fait l'entretien. Donc on se débrouille quand on a une voiture pour faire l'entretien. Comme on peut choisir le moment où on fait son entretien, en prenant le rendez-vous avec son garagiste, on fait l'entretien. Pas pendant les vacances où on a besoin de la voiture. On fait l'entretien au moment où ça ne dérange pas trop, parce qu'on n'a pas besoin de sa voiture ce jour-là. Donc pour les réacteurs nucléaires, c'est pareil. Donc on faisait habituellement l'entretien en été. Parce qu'en été, la courbe de puissance, la consommation baisse. Donc si on arrête, par exemple, 20% ou 30% des réacteurs en même temps, ça ne gêne pas, puisqu'il y a 30-40% de consommation de moins tous les étés. Donc c'est une énergie pilotable, on la fait fonctionner quand elle veut, on l'arrête quand on veut. Mais si tout d'un coup, on décide qu'on va faire des arrêts 4 fois plus longs, eh ben, on va commencer à manger sur la période utile, avec la période d'arrêt. Donc, à force de vouloir laver plus blanc que blanc, avec des sécurités de plus en plus strictes, alors qu'elles sont déjà très strictes, eh bien, on a allongé, donc c'est la première cause de retard, on a allongé le planning avec les mesures post-Fukushima de renforcement, qui font que les plannings d'arrêt des réacteurs qui étaient tous calés en été, eh bien, ils ont commencé à déborder un petit peu sur le début de l'hiver, la fin de l'hiver. Hein, ils ont été un petit peu décalés. Là-dessus, donc c'est une première cause de retard, les mesures grand carénage post-Fukushima. La deuxième cause de retard, c'est le Covid. Donc le Covid est venu, on avait tout le monde resté à la maison, donc tout ce qui est entretien un peu non urgent, bon, ben, on repousse, on verra plus tard. Au début, on pensait que c'était provisoire, finalement ça a duré plus longtemps que prévu. Et donc, on se retrouve de nouveau avec des plannings de maintenance des centrales qui empiètent de plus en plus sur l'été. Ça a décalé les plannings, si vous voulez. Donc, deuxième cause de retard. Troisième cause de retard, qui a été soulignée par Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, hein, cette idéologie ambiante
qui fait que non seulement il faut faire plus sûr que sûr, plus blanc que blanc, plus prudent que prudent, et si on a un doute sur quoi que ce soit, on arrête tout, donc forcément on en arrête de plus en plus. Et on a aussi arrêté les embauches. Et notamment les embauches de ceux qui savent construire des réacteurs, puisqu'il n'était pas prévu d'en construire beaucoup. Donc un des métiers critiques, c'était le métier de soudeur, pour réparer ou construire des centrales nucléaires. Donc on n'a pas embauché beaucoup, puisqu'on ne prévoyait pas d'en construire beaucoup. Et donc, tous ces soudeurs, on en a brutalement eu besoin pour le grand carénage, puis pour l'affaire de la corrosion sous contrainte. Donc, le manque d'anticipation, de nouveau, politique, le manque de marge de sécurité, a créé un nouveau retard qui est un retard sur les capacités du personnel. Ce n'est pas le nucléaire en lui-même qui est en cause. C'est un relâchement sur le plan humain, et on a mis la priorité sur l'arrêt des réacteurs au lieu de mettre la priorité sur le fait de les faire fonctionner. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à l'arrivée, ils ne fonctionnent pas beaucoup ou qu'ils fonctionnent un peu moins. Donc c'est la troisième cause de retard. Ensuite, il est venu par-dessus ça, l'affaire, donc la corrosion sous contrainte, qui a fait un gros besoin de travaux supplémentaires, donc qui est venu compliquer encore la situation précédente. Donc de nouveau des retards qui s'accumulent. Et donc la corrosion sous contrainte, c'est une affaire de tuyaux avec des petites fissures, pas extrêmement dangereuses, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de perte de liquide du circuit primaire, même pas partielle, il n'y a pas eu d'accident nucléaire, il n'y a pas eu de relâchement de radioactivité, il n'y a rien de grave. Ce sont des tuyaux qui font 3 cm d'épaisseur en acier et qui ont des fentes qui font entre 1 et quelques millimètres. Donc il reste 2,5 à 2,9 mm d'épaisseur de tuyau qui est quasiment intact. Et il n'y avait pas de grand risque que le tuyau explose ou fuit ou quoi que ce soit. Mais parce qu'en France, on est très prudent et qu'on ne joue pas avec la sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire a considéré que par prudence, on arrête tout et on répare. On change les morceaux des tuyaux où on a vu la moindre micro-fissure, même si elle est petite, même si probablement il n'y a pas de risque, on arrête. Donc on a décidé d'arrêter, on a trouvé d'abord sur un réacteur, puis on a surveillé tous les autres, ce qui est normal. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il fallait faire ces surveillances tout de suite ou est-ce qu'il n'y avait pas urgence et qu'il fallait le faire au fur et à mesure du programme de maintenance qui était de toute façon prévu puisque chaque été, on arrête un certain nombre de réacteurs. Déjà tous les 18 mois environ pour rechargement du combustible. Donc est-ce qu'il y avait besoin d'anticiper de quelques mois ou pas, sachant qu'il n'y avait pas eu d'accident ni d'incident. C'est juste qu'on avait détecté par des moyens qu'avant on n'utilisait pas, des micro-fissures qui peut-être d'ailleurs étaient là pour certaines depuis assez longtemps, mais comme elles étaient toutes petites, on ne les avait pas vues. Et là on les a vues, donc on a décidé d'intervenir tout de suite et massivement. Donc EDF a décidé de réparer, d'abord de rechercher ces micro-fissures, voir où il y en avait. Donc ce travail-là a été bien fait, donc on s'est aperçu que c'était sur les réacteurs de type N4 qui étaient vraiment tous concernés, et sur les réacteurs de type P'4 qui étaient pas mal concernés aussi, un petit peu moins, parce qu'ils ont des circuits un peu similaires. Et par contre, les réacteurs plus anciens, c'est-à-dire les 900 MW et les P4, c'est-à-dire les 1300 MW de première génération, parce qu'ils ont des circuits qui avaient un design un petit peu différent, eux ne sont pas ou quasiment pas concernés, il n'y a pas de risque. Voilà, donc on a décidé d'arrêter un certain nombre de réacteurs, ça fait une cause supplémentaire de soudeurs, il n'y en a pas assez, de décalage dans les plannings de disponibilité des centrales, et tout ça avec le Covid, donc, qui est venu chambouler, ça a fait beaucoup de retards qui s'accumulent dans tous les sens, et il y a eu le chapeau, la cerise sur le gâteau, c'est la grève. Donc il y a eu une grève dans les réacteurs nucléaires en septembre et octobre, alors que EDF était dans une course presque à la survie de notre approvisionnement électrique pour cet hiver, et il y a eu plus d'un mois de grève. Alors la grève n'interrompt pas la fourniture d'électricité, puisque RTE peut réquisitionner les moyens de production et interrompre la grève si nécessaire. Mais par contre, ça repousse tous les plannings de maintenance, de soudure, parce que les ouvriers qui font fonctionner les réacteurs ne peuvent pas faire grève s'il y a un besoin vital pour le pays, ce qui est normal, il y a priorité à servir le pays. Mais par contre, tous ceux qui font de la maintenance et de l'entretien et des soudures et toutes sortes de choses, eux peuvent faire grève, ils ont un droit de grève. Et ce droit de grève-là, il est absolu.
Donc ça a de nouveau fait prendre du retard, alors qu'on était dans une course pour relancer un maximum de réacteurs avant l'hiver. Donc on voit qu'il y a à 5-6 niveaux différents des causes de retard qui s'accumulent. Ce n'est pas en soi la faute de la technologie nucléaire, c'est plutôt la faute d'une société qui se laisse porter dans l'insouciance, qui ne fait pas très attention, qui prévoit plus très bien, qui ne planifie pas, plus une idéologie comme quoi le nucléaire, c'est pas très grave. Les ingénieurs du nucléaire, ils ont toujours dit qu'il fallait avoir une marge de sécurité, que le nucléaire, c'est important et qu'il fallait en construire davantage. Mais d'autres qui ont peut-être un peu moins étudié les questions énergétiques, mais qui étaient plus proches du pouvoir, ont eu plus d'influence et ont fait en sorte que petit à petit, la situation dégénère. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir se ressaisir et faire en sorte que ça fonctionne vraiment, parce que ça devient une question de survie. On voit bien que quand il fait froid, et la vie s'arrête. On ne peut plus travailler, on gèle dans sa maison. Certes, on peut mettre un pull. Jusqu'à 15-16 degrés, on peut tenir dans une maison, c'est pas très agréable pour travailler. Moi, j'ai fait des tests un peu chez moi. J'arrive à travailler jusqu'à 15-16 degrés. En dessous, on a plutôt envie de se mettre dans son lit avec la couette et plus trop bouger. Hein. Voilà. Et faire la sieste et attendre que ça passe, et on rêve d'une cheminée, un feu, quelque chose un peu plus chaud. Et c'est normal. Voilà. Donc, l'énergie est un bien précieux, qu'on a un peu regardé de haut, snobé, en disant non, mais si on en a moins, ça sera mieux. Sauf que, moi je me souviens de ma grand-mère, hein, qui a vécu à une époque où il n'y avait pas d'électricité. Et quand c'est arrivé, c'était extraordinaire l'électricité, ça a permis de faire un bond en avant sur le confort, sur une progression importante de la santé des populations. On voit que quand l'électricité arrive quelque part, il y a un bond en avant économique, le niveau de vie progresse, les gens ont plus de travail. Donc plus de travail, plus d'éducation, plus de santé, plus de démocratie aussi, parce qu'on a plus de temps pour se consacrer à la société, à aider les autres, à travailler bénévolement dans des associations, etc., quand l'économie tourne bien. Et donc tout ce qui fait le progrès humain est favorisé par une source d'énergie abondante et bon marché pour que tout le monde puisse en profiter. Est-ce que des vies sont en jeu cet hiver? Alors, oui, l'électricité et l'énergie, c'est vital. Donc oui, des vies sont sans doute en jeu. La question, c'est de savoir combien. Malheureusement, tous les hivers, il y a des gens qui meurent de froid. Mais généralement, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on avait une énergie relativement abondante et bon marché. On avait un taux de pauvreté qui était plutôt bas. Là, on voit les prix de tout qui augmentent. Le taux de pauvreté va augmenter. Donc oui, il va y avoir plus de gens que d'habitude, certainement, qui vont mourir de froid, ou par manque d'énergie, ou parce qu'ils n'ont plus d'argent, donc ils ne peuvent plus manger à leur faim, ou chauffer leur logement comme il faudrait. Donc oui, certainement, que, notamment dans les publics fragiles, les personnes âgées, les plus pauvres, il va y avoir plus de soucis, et y compris pour certains, une issue fatale, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour sortir de cette situation le plus vite possible et restaurer une énergie abondante et bon marché qui est la clé du progrès de notre société. C'est ce qui fait tout fonctionner. On a vu, je crois que c'est EDF, expliquer que en cas de coupure de courant, les malades sous respirateur artificiel n'étaient pas considérés comme prioritaires. Alors peut-être que je déforme un peu le propos et que ce n'est pas EDF, je ne sais pas. Alors on va parler blackout et délestage. Voilà, parlons blackout. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'un blackout? Quand on n'a plus assez d'énergie pour faire fonctionner son réseau électrique, pour envoyer sur les câbles électriques qui viennent nous apporter cette électricité, la fée électricité précieuse, eh bien la tension va baisser, puis la fréquence sur le réseau, qui est la vitesse à laquelle vibre, qui est de 50 Hz, va baisser également, et à un moment donné, on n'arrive plus à maintenir, donc le réseau s'effondre. Donc à ce moment-là, ça provoque une panne qui peut se propager s'il n'y a pas de système de délestage, justement, de proche en proche, et ça peut faire tomber un pays tout entier, ou même éventuellement l'Europe tout entière, ou une grande partie de l'Europe.
Donc ça, c'est le blackout. C'est le scénario catastrophe maximaliste. C'est très embêtant parce que plus ça tombe et plus c'est compliqué à relever après et plus ça prend de temps. Surtout que les raisons pour lesquelles c'est tombé, souvent elles subsistent. Si c'est parce qu'on n'avait pas assez de moyens de production, ben, c'est pas dit qu'on les ait quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours plus tard puisqu'on ne les avait pas au moment où c'est tombé. Donc le blackout, c'est le scénario catastrophe et c'est vraiment pas bon du tout. C'est une perturbation socio-économique majeure. C'est compliqué à rétablir d'un point de vue technique. Donc on fait tout pour que ce blackout n'arrive pas. Et dans ces mesures, il y a notamment ce qu'on appelle les délestages. Donc on va en parler. Donc le job de RTE, le réseau de transport d'électricité, c'est d'assurer en permanence cette électricité qui puisse aller partout et satisfaire le besoin. Alors comment ça marche? Eh bien, la consommation d'électricité dépend de plusieurs choses. Ça dépend du comportement de chaque Français qui va consommer plus ou moins. C'est la somme de toutes les lumières qu'on allume autour de nous qui font le besoin en gigawatts sur le réseau. Donc, quelques jours à l'avance, parce qu'on a les courbes de consommation passées en fonction de la saison, on les connaît, on consomme plus en décembre qu'en août, par exemple. Et puis, il y a une courbe au fur et à mesure de la journée. On sait qu'on consomme plus entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h que la nuit ou en milieu de journée. Donc, on a la courbe de la saison, on a la courbe de la journée. Donc, à l'avance, RTE, pour pouvoir planifier les outils de production qu'ils vont fabriquer, RTE établit ce qu'on appelle une courbe de charge. C'est-à-dire que c'est une prévision, une courbe de prévision de consommation pour les jours d'après. Cette courbe de charge, elle est préparée quelques jours à l'avance. Pourquoi? Parce que quelques jours à l'avance, on connaît la météo et que la consommation dépend beaucoup de la météo, notamment en hiver. Ça dépend de la météo parce que la production solaire dépend de la météo, la production éolienne dépend de la météo, et parce que la consommation d'électricité pour le chauffage dépend de la météo. Donc à la fois les moyens de production dont on dispose et le niveau de consommation attendu varie en fonction de la météo. Donc cette météo, c'est un facteur important et malheureusement, Dame Nature est un peu capricieuse et elle ne nous donne pas toujours une météo constante et stable avec toujours les mêmes besoins. Donc quelques jours à l'avance, on a quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Donc c'est la courbe de prévision. Et puis en face, RTE met des moyens de production. Donc c'est comme une sorte de jeu de société où on aligne les blocs. Donc il y a la centrale un tel, elle produit tant, la centrale celle-là, elle produit tant, le soleil, il y en aura, il produit tant, ou alors il n'y en aura pas, donc zéro. Mais on a une idée à peu près, quelques jours avant. Voilà. Et le but, c'est que ça doit matcher et qu'il doit y avoir une réserve de sécurité. Parce que garder une centrale en stand-by ou ne pas s'en servir, c'est facile. Mais il faut qu'elle puisse, au cas où, satisfaire le besoin qui est prévu. Donc ça, c'est le job de RTE, quelques jours d'avance. Ensuite, donc, à J-3, s'il voit que ça ne passe pas, c'est-à-dire qu'il aligne toutes les centrales dont il dispose, et il fait la courbe de prévision, et il voit que c'est échec et mat. Donc là, il va émettre une alerte en disant il y a un risque, donc c'est le principe du dispositif EcoWatt, hein, et de la manière dont ça va fonctionner cet hiver. Jusqu'à maintenant, RTE faisait son boulot, personne ne s'en occupait, il y avait de l'électricité tout le temps, c'était facile. Mais à cause de la situation qu'on a évoquée, ça sera plus compliqué cet hiver. Donc J-3, on saura qu'il y a des problèmes prévisibles dans les jours à venir. Ces problèmes ne sont pas inéluctables. La météo, finalement, il peut y avoir un peu plus de vent, ou faire un peu plus de soleil, ou le réacteur nucléaire va être remis en ligne sur le réseau, et donc finalement, ça peut passer quand même. Donc à J-2, au cas où il y ait des soucis, on va prévenir les patients à haut risque vital, PHRV. Donc c'est notamment des patients qui sont sous assistance de machines qui ont besoin d'électricité. Donc en particulier les insuffisants respiratoires. Donc ceux qui sont hospitalisés, c'est-à-dire les cas les plus graves, en principe les hôpitaux ne seront pas coupés. Tant que c'est du délestage, la grande différence entre le délestage et le blackout, c'est que le blackout, c'est une perte de contrôle du réseau électrique qui s'effondre lui-même. On n'a plus le contrôle. Pour éviter que ça arrive, on fait des délestages qui, eux, sont volontaires. C'est-à-dire qu'on va couper le courant à certains pour que le réseau ne s'effondre pas. Du coup, on choisit les endroits où on coupe et les hôpitaux, les bases militaires,
les centres de décision stratégiques, par exemple l'Élysée, au rond du courant, les centres de commandement militaire. Les aéroports? Les aéroports, tout ce qui est vital, si vous voulez, au niveau national, sera préservé. Parce qu'on a vu Sandrine Rousseau dire à la télé qu'il fallait couper les aéroports, pour elle, selon elle. Oui, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que si l'avion ne peut plus atterrir, il ne peut pas rester très longtemps en l'air non plus. Donc, on n'est pas là pour critiquer Pierre-Paul Oujac, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que fait Sandrine Rousseau, et surtout pas avec le décroissantisme ambiant qui de plus en plus contamine notre société, et même certains pro-nucléaires comme Jean-Marc Jancovici, qui pensent que le décroissantisme, on y va de toute façon et que donc il faut l'anticiper le plus vite possible pour s'adapter. Moi je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir de l'énergie à volonté, que certes le pétrole et le gaz vont s'épuiser en quelques décennies, assez rapidement, mais en attendant, il ne faut peut-être pas décroître trop vite. C'est plus dangereux de ne pas en avoir que d'en avoir quand même. Et il faut le plus vite possible, bien sûr, s'adapter pour se libérer effectivement de cette contrainte du pétrole et du gaz. D'abord pour des raisons d'énergie et de disponibilité de la ressource. Hein, ce n'est pas infini. En France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas beaucoup de gaz, on en avait avec le gaz de lac, on en a beaucoup moins maintenant. Mon père a été embauché comme jeune géologue par l'industrie du pétrole et du gaz, par une société qui à l'époque s'appelait la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Pourquoi? Parce que cette société, la SNPA, produisait une grande partie du pétrole et du gaz en France, à la fin des années 50 et jusqu'en 1960. Et très vite, il est apparu que la consommation augmentait et que les gisements s'épuisaient et que donc ça ne suffirait plus. Et donc c'est pour ça que, peu de temps après ma naissance, mon père a été travailler au Gabon pour chercher le gaz et le pétrole au Gabon. Parce qu'on voyait qu'en France, ça ne suffisait plus. Et donc maintenant, on n'a plus beaucoup de gaz et de pétrole en France. Tous les champs de gaz de la région de l'Aquitaine sont maintenant largement, pas complètement épuisés, mais en grande partie épuisés. Et donc la France est dépendante du gaz et du pétrole qu'elle importe de l'extérieur. Et ce gaz et ce pétrole qu'on brûle, on le rejette sous forme de CO2 dans l'atmosphère, et ça participe à une modification des échanges du climat, etc., des échanges atmosphériques. Donc, pas de décroissance selon vous? Je pense qu'il vaut mieux éviter la décroissance. La décroissance, elle aura certainement lieu un jour, puisque c'est une ressource finie. Donc une ressource finie, on ne peut pas en augmenter la consommation à l'infini. Mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de l'anticiper et de se précipiter dedans le plus vite possible, volontairement. Parce que si on fait ça, ça consiste à se jeter de la falaise encore plus vite que prévu. C'est-à-dire vous êtes devant un bus et vous accélérez en approchant de la falaise, quoi. Ça ne va pas. C'est suicidaire, en quelque sorte. Donc l'idéologie écologique, personnellement, je suis un écologiste. Toute ma vie, j'ai écrit des livres sur l'écologie. J'ai écrit des livres sur la santé, sur la prévention, sur le besoin d'anticiper, pour sa santé, mais aussi pour l'énergie, aussi dans d'autres domaines, aussi pour l'éducation, pour beaucoup de choses, dans tous les domaines. Il faut s'organiser, planifier, et pour être heureux, il faut avoir une vie bien organisée. Et se jeter éperdument dans la décroissance, c'est faire preuve d'une grande inconscience. La clé de notre mode de vie, c'est l'énergie. Si on supprime l'énergie, c'est retour à la case bougie, Moyen-Âge, etc. En gros, vous dites que si on remet en marche le nucléaire en France, on n'aura pas besoin d'entrer dans une phase de décroissance. C'est un peu ça le message. Exactement. On peut éviter la décroissance avec un grand programme nucléaire. Alors la France a pendant longtemps eu une économie plutôt privilégiée, un mode de vie plutôt bien par rapport à d'autres pays. C'est un pays respecté. Pourquoi? Parce qu'on avait une énergie abondante et pas chère. Donc cette énergie abondante et pas chère est de moins en moins abondante et de plus en plus chère. Donc ça amène des problèmes économiques, des problèmes de vie quotidienne, des problèmes de niveau de vie. Et je pense que l'idéologie écologiste, qui est un peu une idéologie d'enfant gâté, en quelque sorte, va reculer pas mal ces prochains temps.
Mais il faut qu'on fasse l'expérience. On est comme des grands enfants. Hein. Tant qu'on n'a pas joué avec la limite, on n'a pas vu où elle était et on n'a pas compris. Donc il faut se brûler un petit peu pour comprendre. C'est dommage parce qu'il vaut mieux anticiper quand on peut. Ça se passe mieux. Voilà. Donc, vous parliez du délestage. Alors, oui, on est parti un peu dans différentes directions. Donc, le délestage, ça consiste à tout faire pour éviter le grand blackout, dont les conséquences seraient pires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il y a des grands industriels qui consomment des grandes quantités d'électricité et qui peuvent, sans trop d'inconvénients, ralentir ou arrêter leurs usines. Par exemple, des fours sidérurgiques, mais on n'en a plus beaucoup en France, où il y avait les industriels de l'aluminium, mais il y en a de moins en moins aussi, ils sont quasiment tous partis. Hein. Où il y a l'usine d'enrichissement du combustible dans la vallée du Rhône. Voilà. Si on n'enrichit pas de combustible pendant quelques jours ou quelques heures, le temps de passer une pointe, ou même quelques semaines, c'est pas très grave, puisqu'on a des stocks. Donc les grands industriels peuvent s'effacer. Donc ça, c'est la première étape pour gérer quand ça devient tendu. La deuxième étape, c'est qu'on peut diminuer le voltage sur le réseau. Le réseau, normalement, c'est 230 volts. Mais s'il y a 220 volts, comme il y avait autrefois, ben, ça fonctionne quand même. Les ampoules continuent à éclairer, les moteurs continuent à tourner, et votre cuisinière continue à chauffer votre casserole. Donc, par contre, ça consomme moins. C'est-à-dire que le radiateur qui faisait 1 kW, par exemple, ben, si vous baissez la tension de 10%, il fera 800 watts. Il va perdre 20%, parce que RI2, c'est en fonction du carré, donc quand il y a un delta, c'est un chiffre 2. Et en même temps, il chauffe moins. Il chauffe moins. Il chauffe un peu moins, mais il chauffera quand même. Au lieu de chauffer 1000, il chauffe 800. Mais comme c'est momentané pour passer la pointe, avec le thermostat, il se rattrapera un peu plus tard. Il va chauffer pendant un peu plus longtemps. Donc, c'est pas trop gênant du point de vue du mode de vie et des services rendus par l'énergie de baisser un petit peu le voltage. C'est une sorte de... C'est déjà du rationnement, en fait. Hein. Mais c'est une sorte de régulation qui est possible et qui permet de gratter jusqu'à 20% sur certains usages. Donc de l'ordre de 5 à 10% globalement sur la consommation. Ça, c'est prévu en France? C'est le premier niveau d'intervention? Oui, c'est prévu et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau de cette année. Moi, quand j'ai travaillé en début de carrière chez Enedis, enfin ça s'appelait EDF Distribution à l'époque, c'est aujourd'hui Enedis, ma fonction, c'était, je travaillais sur le réseau basse tension, sur la distribution. Hein, et effectivement, en hiver, quand on consomme plus, il y a une sorte de régulation qui fait qu'effectivement, la tension baisse un petit peu. De toute façon, quand on tire plus sur le réseau, quand on consomme plus, la tension baisse. Ah oui, c'est automatique. En fait, c'est pas automatique, c'est les lois de la physique qui veulent que ça. Quand il y a plus de courant qui passe dans les lignes, il y a plus d'effets joug, donc plus de pertes, donc il en reste un peu moins à l'arrivée. D'accord. Voilà. Donc c'est auto-régulant, si vous voulez. Mais en plus, on peut amplifier le phénomène en le laissant filer un petit peu pour qu'il se régule encore un petit peu plus. Voilà. Donc on peut, c'est une deuxième étape, on peut laisser baisser un peu la tension, qui fait qu'on gagne encore quelques pourcents, comme ça. Après, on ne peut pas aller beaucoup au-delà de 5 ou 10%, parce que sinon, après, le réseau va s'effondrer complètement. Donc on ne peut pas jouer avec la limite. Mais on gagne un petit peu. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, il y a tout le dispositif EcoWatt qui a été mis en place récemment, qui n'existait pas. Donc tout ce dont je viens de vous parler, ça existait déjà avant. Et c'était déjà intégré, RTE tenait compte de tous ces phénomènes pour faire, et il n'y avait pas besoin d'en parler parce qu'il restait toujours suffisamment de réserves pour que ça fonctionne. Cet hiver, c'est différent, c'est beaucoup plus juste. Il y a de très fortes probabilités qu'on ait au moins un petit nombre de coupures. Et si l'hiver est très froid, il y a de très fortes probabilités qu'on ait des grosses coupures nombreuses. Si tous ces systèmes de modération de la consommation et de délestage fonctionnent, on échappera au blackout. En principe, on échappera au blackout. On ne peut jamais garantir à 100%, parce que plus on se rapproche de la limite et plus on joue avec le feu, et plus il y a de risques, quand même. Mais normalement, si c'est bien géré, on échapperait au blackout. Maintenant, EcoWatt, donc c'est la nouvelle, ça c'est la nouveauté dans le dispositif. Donc c'est une application qu'on va télécharger sur son mobile, téléphone portable, qui va vous prévenir au moment où ça devient critique. Attention, donc il y a zone rouge, zone orange, zone verte. Donc verte, c'est quand tout va bien, mais une grande partie de l'hiver va être orange et rouge. C'est prévisible d'avance.
Ensuite, en zone orange, ça veut dire qu'il y a un risque, essayez de consommer pas trop, quoi. Et en zone rouge, c'est attention, risque élevé de coupure, on vous prévient, maintenant faites ce que vous pouvez pour diminuer. Donc c'est un dispositif volontaire. Chacun télécharge son appli, est prévenu par RTE la veille au soir qu'il y a un risque, 3 jours avant, qu'il y a un risque éventuel, la veille au soir que le risque est confirmé, et le jour J, que ça y est, on est en zone rouge, diminuez tout ce que vous pouvez maintenant. Et en même temps, vous avez les ingénieurs chez RTE qui sont dans leur dispatching, ça s'appelle le centre de contrôle du réseau électrique, hein, qui regardent les chiffres et les compteurs et qui voient que c'est limite. Donc si suffisamment de Français diminuent leur consommation, donc par exemple, il faut jouer en priorité sur les gros postes de consommation, parce que c'est là qu'on est efficace. Donc il faut baisser ses radiateurs, baisser son chauffe-eau, et baisser les grosses machines, éteindre les grosses machines, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, la cuisinière, tout ce qui consomme 1 kW et plus. Couper sa box, c'est très bien, mais on parle de quelques watts, ça ne changera rien au niveau national. Donc couper sa box ou couper son ordinateur, coupez-les si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui changera les ordres de grandeur. Le vrai risque, il est sur les gros appareils. Donc au moment où il y a le signal rouge, ceux qui peuvent et qui voudront, parce que c'est volontaire, diminueront ou couperont leur consommation. Et à ce moment-là, le gars qui est ingénieur chez RTE dans son dispatching, il voit que la courbe de charge, ça a bien réagi au signal écowatt, et donc il n'y a pas besoin de faire de délestage. Si les gens, ils ont froid chez eux, ils gardent quand même leur radiateur en disant c'est pas grave, les autres feront à ma place, le gars du dispatching, il voit la fréquence du réseau qui baisse, le voltage sur le réseau qui baisse, et à un moment donné, il est obligé d'ordonner le délestage. Sinon, c'est blackout général. D'accord. Donc là, le délestage, comment il se choisit ? Qui va être coupé ? Voilà, donc on est obligé, s'il y a besoin de délester, c'est on n'est pas juste à devoir gagner 0, quelque chose %. Il faut gratter au moins 1% ou quelques pourcents de la consommation. Donc qui on va couper ? Eh bien, on va couper, il y a des gens qui, c'est plutôt à l'inverse, il y a des gens qu'il ne faut pas couper. C'est les hôpitaux, parce qu'il risque d'y avoir des morts, là, quasi certains. Les gens qui sont avec des transfusions sanguines, qui sont alimentées par des petites pompes qui vous injectent le sang régulièrement, etc., on ne peut pas couper ça. Les appareils de ventilation respiratoire à l'hôpital, on ne peut pas les couper non plus, sinon on envoie les gens direct au cimetière. Donc, les hôpitaux seront préservés et ne seront pas coupés. Donc, toujours les ingénieurs, donc RTE, dans leur dispatching national, et puis ensuite il y a des dispatchings régionaux dans les 9 grandes régions, il y a 9 dispatchings régionaux. Ils ont un plan prévu à l'avance sur les zones qui peuvent couper et sur la manière de faire les coupures. Donc c'est une sorte d'organigramme, donc eux ils exécutent le plan qui est prévu. Donc ce plan prévoit de ne pas couper les sites sensibles, avec une liste prévue à l'avance. Donc il a été demandé au préfet de faire la liste dans leur département des établissements de santé, des sites militaires, des sites sensibles qu'il faudra ne pas couper. Donc chaque préfet a fait sa liste. Ensuite, ça a été revalidé au niveau national. Et donc dans chaque région, les équipes de RTE savent parfaitement quels circuits ils doivent couper, quels circuits ils ne doivent pas couper. Normalement, c'est planifié. Si c'est bien fait, il ne doit pas y avoir de raté. On n'est jamais à l'abri, comme c'est la première fois que ça arrivera, qu'il puisse y avoir des erreurs. Espérons que non. Comment ça se présente pour Ensuite, alors ce qui se passe, c'est que si on considère, il y a des patients qui sont avec des machines médicales, mais à domicile. Par exemple, ça ne va pas être des gros appareils de ventilation respiratoire, ceux-là, ils sont à l'hôpital, mais il y a des gens qui sont à domicile avec des appareils électriques d'enrichissement en oxygène. Donc ils ne sont pas souvent poumons artificiels complets, mais ils ont une machine qui leur fabrique l'oxygène au fur et à mesure. Donc ceux-là, ils ont aussi un besoin vital d'oxygène, ou important, où ils peuvent quelquefois passer quelques minutes avec un peu moins, mais quand la capacité respiratoire est diminuée, pour les cas les plus avancés, ils en ont vraiment besoin, la machine. Donc ils ont en principe été contactés à l'avance, prévenus, ils ont des instructions spéciales, et chacun a soit un système d'onduleur à domicile, c'est-à-dire une batterie de secours, si vous voulez,
Et il sait ce qu'il doit faire aussi. En cas où le courant s'éteint, hein, on branche le onduleur immédiatement. On appuie sur le bouton et ils sont prévenus à l'avance. Donc si tout va bien, voilà. Sauf qu'il y a toujours une vieille personne âgée quelque part qu'on aura peut-être oublié dans tout ça et qui ne savait pas. Ou qui savait, mais peut-être qu'elle perd un peu la mémoire, elle a oublié. Ou que la famille s'en est pas occupée, alors que la famille, parfois, peut aider. Donc oui, il risque d'y avoir des accidents. Et sans doute qu'il y en aura au moins quelques-uns, malheureusement. Espérons que non. Et le dispositif est assez complet pour éviter au maximum qu'il y en ait, en prévenant toutes ces personnes une par une, en s'assurant qu'elles ont des besoins de secours. Alors la difficulté, c'est que si on ne coupe pas tous les secteurs où il y a au moins une personne qui a un appareil, eh ben, on va couper nulle part. Parce qu'il y en a un peu partout, des gens qui ont des appareils comme ça. Pas beaucoup, c'est un très faible pourcentage de la population. Mais les zones que peut couper l'ingénieur dans son dispatching, c'est des zones desservies par une ligne au moins moyenne tension. On ne va pas jusqu'au degré de finesse où on coupe maison par maison. Mais on coupe par disjoncteur moyenne tension. Et donc c'est des zones avec... des quartiers Oui, c'est ça, c'est plutôt à l'échelle du quartier. Exactement. D'accord. Alors ça dépend s'il y a des industries ou pas sur ce quartier-là, si c'est des immeubles ou des maisons, etc. Mais typiquement, on va couper des îlots, des quartiers, des groupes d'habitation. Voilà. Et donc là où il y a des risques importants particuliers, on ne coupera pas. Et comme il faut quand même, pour pouvoir délester, on peut pas dire que tout le monde ne sera pas coupé, parce que sinon il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de délestage, donc il y a le blackout. Voilà. Donc les quartiers non délestables, c'est environ 30... Il y a un tiers des clients qui ne seront pas délestés. Je vous donne des exemples, y compris des clients, des gens ordinaires, comme vous et moi. Donc par exemple, tous ceux qui sont à l'hôpital ne seront pas coupés, mais tous ceux qui sont desservis par la même ligne que l'hôpital, bah, du coup, ils ne seront pas coupés non plus. Alors qu'eux, ils auraient pu couper, mais comme ils sont sur le même transformateur et la même ligne, on ne peut pas les couper, sinon on coupe l'hôpital avec. Donc, compte tenu du nombre de sites sensibles et du nombre, en essayant de protéger un maximum les personnes fragiles ou pour qui c'est important, il y a environ un tiers des Français qui ne seront pas coupés. Donc ceux qui vivent près d'un hôpital ou d'une base militaire. Principalement ceux-là, oui. Ou d'une centrale nucléaire. Ou... C'est ça, exactement. Ouais. Et il y en a les 2 tiers qui risquent d'être coupés. Alors il n'y aura peut-être pas de coupure. Si l'hiver est très doux, si EcoWatt fonctionne bien, au moment où ils déclenchent EcoWatt et le signal rouge le jour J, ils envoient le signal sur les SMS. Les gens peuvent réagir instantanément pour baisser, donc ça prend 5 minutes ou 10 minutes, un quart d'heure d'aller baisser sa chaudière, etc. Son chauffe-eau, débrancher, arrêter la cuisson sur la cuisinière. Donc si ça réagit bien, eh ben, il n'y aura pas de coupure. Si les gens sont tous égoïstes, ou ils ont tous froid, parce qu'ils avaient déjà réduit au maximum depuis la veille, donc ils ne peuvent pas faire plus pour leur confort, ou ils ne jouent pas le jeu, à ce moment-là, il y aura coupure. Et la coupure, eh ben, elle tombe sans prévenir, si vous voulez. Parce que RTE, ils ont besoin de délester, ils délestent à ce moment-là. On a déjà prévenu à J-3, à J-2, on s'est occupé des patients à risque particulier en les reprévenant, en vérifiant qu'il y a les précautions qui sont prises. À J-1, on prévient que le risque est confirmé. Et le jour J, on vous demande en urgence de couper tout ce que vous pouvez. On ne peut pas faire beaucoup mieux comme système, techniquement. Donc ça passe ou ça passe pas en fonction du degré du froid, de la capacité d'importation qui est disponible et du fait que les gens vont jouer le jeu ou pas pour délester. Mais en fait, on est en train de faire quoi? On est en train de jouer à la roulette russe avec notre approvisionnement électrique et notre réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas les outils pour produire, donc on espère que l'hiver ne sera pas trop froid. On dépend du ciel, comme a dit... Exactement, on dépend du ciel et de la providence. On espère que l'hiver ne sera pas trop froid, on espère que nos voisins voudront bien nous donner de l'électricité si jamais ils peuvent, parce que ce n'est pas sûr qu'ils puissent non plus, ils en auront besoin pour eux. Et on espère que les Français vont être solidaires, gentils et vont bien couper leur consommation électrique comme on va leur demander, même s'ils ont froid et que peut-être ils n'auront pas envie de le couper non plus. Donc tout ça, on voit bien qu'on organise le rationnement et la pénurie.
en fait. C'est-à-dire qu'on se rapproche d'un mode de fonctionnement du réseau électrique qui est celui d'un pays du tiers-monde. Voilà, est-ce que vous diriez qu'on est en voie de tiers-mondisation? Alors peut-être pas quand même, hein. Si on regarde les productions électriques de ce matin, j'ai regardé, il y avait 70% de l'électricité consommée qui était quand même fournie par le nucléaire, malgré les retards dans les plannings, etc. En temps normal, une année normale, on serait à 90%, ou proche de 100% si on avait tous nos réacteurs comme prévu. Et du coup, on aurait besoin de l'eau des barrages, des importations, etc., qu'au moment de l'extrême pointe, le jour le plus froid en hiver, auquel on n'est pas encore. Et on garderait nos réserves de gaz, plutôt que de brûler le gaz pour faire des kilowatts d'électricité, on garderait nos réserves de gaz pour l'extrême pointe, pour la fin de l'hiver, etc. Donc là, on va diminuer plus vite que prévu peut-être nos réserves de gaz. On va en plus devoir donner du gaz à nos voisins qui n'ont pas autant de capacité de stockage que nous et qui en auront plus besoin puisqu'ils n'ont pas le nucléaire, ils dépendaient plus du gaz que nous. Donc toutes ces questions sont extrêmement sensibles et oui, on joue à la roulette russe avec notre approvisionnement électrique. Et c'est pas sûr qu'il y en ait suffisamment pour passer l'hiver, pour faire simple, hein. Si tout se passe bien, on évitera le blackout. Si on a de la chance, on évitera même la plupart des délestages. Personnellement, je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins quelques délestages. Peut-être beaucoup, et j'espère qu'il n'y aura pas de blackout, évidemment. Si tout le monde fait bien son boulot, il n'y en aura pas. Mais sans remettre, jouer avec la limite, c'est comme rouler à 150 km/h avec une voiture, un jour où il y a du verglas. Quand on doit prendre des risques, on prend des risques, mais c'est jamais bon de prendre des risques. Et là, on n'a pas notre marge de sécurité. Donc on prend des risques avec le réseau électrique. Bruno Combi, merci beaucoup. Merci à vous.